Alors bonjour Rachel, Bonjour Clermont. tu te portes bien? Oui, toujours. Alors dans cette entrevue pour aujourd'hui, j'aurais aimé ça que tu nous parles de la géométrie sacrée. Ça, c'est un beau sujet que Moi j'aime beaucoup. j'ai suivi des cours avec toi, des gens que je connaissais autour de moi aussi, j'ai bien aimé ça. Puis j'ai des amis par après même qui ont retourné à tes cours. Des cours, c'est Des ça? stages. Des stages, ok. Oui, des Je stages. cherchais le mot. Oui, oui. Si c'est possible pour toi, j'aimerais ça que tu nous en parles. Oui, c'est un magnifique sujet, la géométrie sacrée. Et c'est un sujet, en fait, qu'on a tous à l'intérieur de nous, dans nos propres cellules. Mais évidemment, tout le travail qu'on a à faire en étant sur la Terre, c'est de se rappeler qui on est. Et ça devient mon quatrième module, celui-ci, parce qu'effectivement, on a à se rappeler de la géométrie sacrée parce qu'on est géométrie sacrée. Cette possibilité de se rappeler de ce volet-là de notre dimension, il nous est arrivé particulièrement à travers Drunvalo Melchizedek, qui a ramené les enseignements des écoles des mystères d'Égypte, l'œil droit d'Horus. Dans ces écoles-là, l'œil droit d'Horus constituait le côté yang, masculin des choses, et l'œil gauche d'Horus constituait le côté féminin, donc tout le côté de la gestion de l'émotionnel, de l'intuition et toutes ces choses-là. Et l'œil droit d'Horus, lui, nous a permis de mieux comprendre une façon dont on peut retourner à la source à travers les formes. Donc, c'est un sujet qui peut être étudié pendant des vies et des vies, c'est à l'infini, parce que l'ensemble de la création est l'expérience de la géométrie sacrée également, tout comme l'énergie. Mais c'est une énergie densifiée quand on parle de géométrie sacrée, ce qui fait que ça prend des formes, un carré, un triangle, une table, une porte. Alors, la géométrie sacrée va donc être le volet de la structure d'un sentier de retour vers la source. Au départ, on dit qu'il y a l'énergie, le point de la source, et le vide. Mais cette énergie-là, quand on est dans le vide, est-ce qu'on se déplace? Est-ce qu'on tombe? Est-ce qu'on tourne? Quelle distance on parcourt? On n'a aucune idée parce qu'on n'a pas de point de référence. Alors, qu'est-ce que la source fait? Elle va se déplacer d'une certaine direction et revenir à son point de départ parce qu'il semble qu'il y a une certaine distance, on sait d'où on est parti. D'ailleurs, si je regarde par exemple mon coude, si je fais juste ceci, okay, si je le ramène, je sais d'où il part. Okay, donc on a ici entre autres cet élément-là de ce qu'on appelle la règle. Notre bras, la façon dont il est fait, peut servir de règle dans la création. Donc la source va faire ce chemin-là et elle va le faire dans 6 directions. Et lorsqu'elle a fait ces 6 directions, à ce moment-là, elle va relier ces 6 directions-là. Et là, on va avoir ce qu'on appelle un octaèdre, c'est-à-dire une pyramide sur le dessus, une pyramide par-dessous, et ça fait 8 surfaces. Alors la première structure qui a été faite par la source, c'est l'octaèdre. Et qu'est-ce que la source va faire? Elle va prendre cet octaèdre-là, puis elle va le faire tourner dans une direction, dans une autre direction, et dans la troisième direction, là je suis perdu un peu, mais dans une troisième direction. Et lorsqu'on tourne l'octaèdre dans toutes ces directions, ça nous donne, si tu me le passes Clermont derrière toi, ça va nous donner une sphère. Alors donc, merci Clermont. Donc, on va avoir, la source va créer de cette façon la première sphère. Et qu'est-ce que la source sait faire? Tout ce qu'elle sait faire, c'est se déplacer, tirer dans les 6 directions, relier les 6 directions et les faire tourner. Donc, tout ce que la source sait faire, c'est des sphères. Et c'est comme ça qu'elle va s'en aller sur la première sphère créée pour créer une autre sphère. Si elle en fait une autre à côté, ça ne change rien. Alors, elle va s'en aller où par rapport à
une première chose créée qu'on appelle la sphère, elle va s'en aller sur la périphérie. Parce que c'est ça qui est nouveau dans la création. L'intérieur est comme l'extérieur. On a ce grand dicton qui nous dit en haut est comme en bas, l'intérieur est comme l'extérieur. Mais ça, c'en est un élément en géométrie sacrée. L'intérieur de la première sphère est la même chose que l'extérieur, c'est du vide. Ce qui est différent, c'est qu'il y a eu une périphérie. Et c'est pour ça que la source va venir sur cette périphérie dessiner sa seconde sphère. Peux-tu te poser une question? Oui. Qu'est-ce que tu entends par la source? Si ma question n'est pas correcte, continue. Mais, La source, c'est le point de départ de l'ensemble de la création, qui est le tout et le rien. Mais ça part de où? C'est quoi au juste? Et bien des gens se posent cette question-là. Ça, j'ai envie de te dire, j'ai même pas résolu cette question-là moi-même. OK. Et même qu'avec la connaissance que j'ai de la géométrie sacrée, je me pose la question, parce qu'en géométrie sacrée, tout ce qui est linéaire est yang, et tout ce qui est non linéaire est yin, et le plus yin du yin, c'est la sphère. Or, on sait que le yang, on voit que la structure, par exemple, de l'octaèdre, lorsqu'on la fait tourner, va créer la sphère. C'est-à-dire le yang crée le yin, le féminin crée le masculin. Mais qu'est-ce qui a créé la première forme qui, elle, est yang? Est-ce que ça serait le féminin? On n'a pas ces réponses-là, et pour moi, en fait, c'est les deux. Okay? Parce que la source, comme étant le tout et le rien, elle va s'expérimenter, entre autres, à travers la dualité. Et ce qui fait en sorte aussi que toute l'explication que j'ai donnée dans un autre module, que la dualité va être issue de cette expérience de base où la source se projette dans sa création pour découvrir qui elle est. Donc, tu parlais de la périphérie tantôt, la source. Donc, je reviens à la périphérie. Oui. Alors, la source va toujours travailler à la périphérie de la première sphère. Et elle va tracer sa seconde sphère. Mais là, c'est intéressant parce que si on regardait, si je traçais une deuxième sphère à partir de la périphérie, la deuxième sphère va passer exactement par le milieu de la première sphère. Et là, c'est fascinant parce qu'on a quelque chose de nouveau qui est créé, c'est-à-dire la partie qui représente les deux sphères qui sont ici, ça, c'est du nouveau. Et on appelle ça un Vesica Piscis, la vessie de poisson. Parce que ça a cette forme-là, la vessie du poisson. Mais là, on peut transposer ça, par exemple, sur nous, l'être humain. Nos yeux. Tu veux dire qu'on a une vessie de poisson? Oui, c'est ça, on a une vessie de poisson. Alors, nos yeux. Okay? Nos yeux sont une sphère. Si on comprend la géométrie sacrée et qu'on sait qu'une sphère va... ce qu'on voit aussi de l'œil, c'est strictement cette partie qui est les deux parties imbriquées une dans l'autre. Ça veut dire que derrière, il y a la sphère qui se complète, mais si on voit effectivement juste cette partie-là, ça veut dire que devant, il y a probablement une sphère subtile qui fait que notre vision est ce qu'elle est. Alors là, je rentre simplement dans expliquer un tout petit peu comment on est géométrie sacrée dans tous les aspects. Et la source va continuer comme ça, elle va faire la première sphère, elle va en faire une deuxième, une troisième, une quatrième, et rendue à la septième sphère, il va y avoir cette forme ici. Cette forme ici s'appelle le germe de vie. Il y a 7 sphères dans le germe de vie. On a la première ici, on a les autres qui sont ici en périphérie, qui forment ces pétales-là. Et on dit dans la Bible qu'au bout de 7 jours, la création était faite. C'est très intéressant parce qu'il faut comprendre que le germe de vie, on l'appelle aussi le patron de la Genèse. Et le patron de la Genèse, c'est l'ensemble, tout est fini une fois que ceci est fait. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir donc, le germe de vie et qui va être l'ensemble. Et si j'avais tous les outils avec moi, on pourrait voir que ce germe de vie-là va être en fait un tore. Je ne sais pas si vous avez cette conscience, mais la science sait aujourd'hui que nous sommes un tore, c'est-à-dire des grands vortex. Oui, j'ai vu ça, oui.
Alors, donc, encore une fois, je ramène le fait que on est géométrie sacrée. Alors, à partir de la sphère, et la sphère en elle-même, lorsqu'elle se déploie, on peut voir que ça va créer aussi un vortex. Alors, on a, et la source va continuer à se créer de cette façon-là. Il y a un aspect qui est intéressant. Encore une fois, je reviens à ce que l'on est. On sait, par exemple, au niveau de l'être humain, je reviens à mon thème, c'est nous sommes géométrie sacrée. On sait au niveau de l'être humain que lorsqu'il y a la première sphère qui se joint à la deuxième sphère, c'est-à-dire l'ovule avec le sperme va se développer comme une deuxième sphère parfaite et va rentrer dans la première qui va, elle, se séparer. Et là, on va avoir une sphère complète, on passe à 2, à 4, à 8. On sait, la science sait maintenant, pour avoir exploré les choses, que les 4 premières sphères ne se placent de l'être humain, ne se placent pas n'importe comment, mais elles se placent dans la forme d'un triangle. Donc, ce qu'on appelle un tétraèdre. Et si le tétraèdre pointe, ce qu'on suspecte, c'est que si le tétraèdre pointe vers le bas, ça va être une petite fille. Si le tétraèdre pointe vers le haut, ça va être un petit garçon. Donc, le lien avec la Terre-Mère, le lien avec le Père Céleste. Et lorsque les cellules se séparent et que ça passe de 4, parce qu'on a ici 4 pointes, et qu'il y en a 4 autres qui se rajoutent, donc on passe de 4 à 8, c'est la dernière fois qu'il y a une symétrie entre les cellules qui vont continuer à se développer de 8 à 16, à 32, à 64, mais il n'y a plus la symétrie que l'on trouve ici. On sait aussi, donc ici on a cette symétrie, on sait aussi que cette forme-là qu'on appelle l'étoile tétraédrique, on va la retrouver à la base de la colonne vertébrale. Il semble que ce sont 8 cellules qui sont indestructibles à la base de notre colonne vertébrale. Donc, on a encore une fois cette géométrie à l'intérieur de nous. Ce serait tout ça qu'ils appellent Kundalini? Je n'ai pas exploré ce volet-là de Kundalini, mais c'est certainement lié, parce que c'est à la base de la colonne vertébrale que se love également Kundalini. Mais ici, on parle d'une structure biologique réelle. Alors que Kundalini, on va parler de plans plus subtils. Non? Il faut distinguer ces aspects-là. Et donc, on va avoir, et lorsque on va avoir les 512 premières cellules, si je ne me trompe pas, c'est 512, à ce moment-là, on a un tore. L'être humain qui arrive, les 512 cellules, c'est un tore, et avec le dessus, ça va correspondre à la bouche, et le dessous va correspondre à l'anus, et entre les deux, le tube digestif. Alors ça, c'est des bases en géométrie sacrée, et qui nous ramènent vers ce que l'on est, nous, comme humains. Oui, c'est ça, tu avais une conférence là-dessus, qui s'intitulait... Oui, j'ai une conférence sur ça, qui est « Nous sommes géométrie sacrée ». Exact, oui. Nous sommes géométrie sacrée. D'ailleurs, si je prenais seulement le triangle ici du bas, par exemple, ok, et que je me le superpose sur le nez, notre nez, c'est quoi? Notre nez, ça se trouve à être un gros triangle. Okay. Ça dépend du nez. Ça dépend du nez, effectivement. Après ça, les narines, c'est quoi? C'est le visicope ici, c'est la même chose, c'est les formes, c'est la même chose que les yeux. Donc, on est dessiné en fonction de la géométrie sacrée. Un autre volet qui est plus difficile à expliquer parce qu'il se traduit davantage par le dessin, c'est que lorsqu'on a une spirale, on va avoir ce qu'on appelle le nombre d'or. Si je regarde, par exemple, la coquille qui est ici, Clermont, merci, on va voir que dans la nature, on va trouver ce nombre d'or, ici, on le voit, qui tourne complètement. Donc, on va avoir le nombre d'or. Or, notre oreille a exactement le nombre d'or. Notre bras est fait en fonction du nombre d'or, en ce sens.
ici, le ratio de mon bout de doigt sur l'ensemble du doigt, c'est le nombre d'or. Mon doigt sur la main, c'est le nombre d'or. Ma main sur mon avant-bras, c'est le nombre d'or. Mon avant-bras sur le bras complet, le nombre d'or. Ce qui veut dire que si, par exemple, je plie tout cela comme ceci, et j'amène même mon majeur plié, je vais avoir cette spirale, cette même spirale qui est celle du nombre d'or et qu'on appelle ici, on voit la fleur de vie qui est dans le fond, on voit ici cette structure ici, si vous voyez, ce sont des ratios du nombre d'or qu'on a avec cette cruche ici, qui a été faite de cette façon-là. Alors, on est vraiment géométrie sacrée dans tout ce que l'on porte, dans tout ce que l'on est, autant dans le plan physique que dans le plan subtil. Sur les plans subtils aussi, les scientifiques savent, par exemple, que les chakras sont des, sont des micro-étoiles tétraédriques. Et quand on dit, par exemple, un chakra est dysfonctionnel, c'est que les étoiles tétraédriques qui sont actives dégagent un champ électromagnétique. C'est donc que le champ électromagnétique de l'étoile tétraédrique qui forme un chakra est dysfonctionnel, tout simplement. Alors, la science sait cela. Aujourd'hui, ils ont même fait j'ai certaines capsules qui ont été faites au Brésil par des chercheurs scientifiques qui, justement, servent à réaligner les chakras. Et c'est la base, c'est l'étoile tétraédrique qu'il y a à l'intérieur de ces capsules. Donc, on est vraiment géométrie sacrée sur tous les aspects de notre être. On sait aussi, par exemple, qu'on est ce grand or qui est formé à partir du cœur sacré, parce qu'on sait que le cœur physique dégage un champ électromagnétique. Donc, on est un champ électromagnétique. Simplement, je vous dirais, si on regarde juste au niveau de nos atomes, les électrons qui tournent autour du noyau d'un atome dégagent un champ électromagnétique. Donc, déjà à la base, on est des milliards et des milliards de micro-champs électromagnétiques. Alors, ça veut dire que globalement, comme être humain, on va dégager un grand champ électromagnétique. Très souvent, les gens ont dit « Ah oui, on dégage un champ électromagnétique de 54, 56 pieds, de 16, 17 mètres. » Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pas qu'on dégage ça. Ça part de quelque chose qui est tout à fait là, présent, dans notre structure, qui est les atomes. On est composé d'atomes. Mais ça m'amène sur ce qui peut-être sera notre prochaine capsule. C'est-à-dire qu'avant d'être ce que l'on est, on est l'infiniment petit. Et là, je vais ramener une réflexion que je me suis fait longtemps. Je pensais, évidemment, j'ai transmis l'information pour s'activer en tant que véhicule de lumière pendant des années. Et pendant des années, j'ai pensé qu'on était des grands champs électromagnétiques, qu'on était des grands êtres. Et un jour, j'étais avec mon ami Shin Shiva. Et Shin me dit, je suis le plus petit d'entre tous les plus petits, des plus petits. Et là, j'ai été obligée de réfléchir. Parce que moi, je pensais que j'étais un grand être. Et j'avais Shiva devant moi qui me dit qu'il est le plus petit de tous les plus petits. Il y a un écart assez important. Et j'ai eu le feeling à cette époque-là que c'était pas lui qui était dans l'erreur, que c'était plutôt moi. Donc, j'ai dû aller méditer sur cette information-là. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, avant d'être ce que l'on dégage, qui pourrait être défini comme un grand champ électromagnétique, on est l'infiniment petit. C'est parce qu'on a des atomes infiniment petits à l'intérieur de nous qu'on peut être ce dégagement, ce rayonnement qui est grand. Alors, donc, effectivement, la dimension divine que nous sommes passe avant toute chose par l'infiniment petit. Et Très intéressant, Rachel. merci Clermont. Puis le reste, ça va être pour une autre capsule. Je pense que ça sera pour une autre capsule. Je vais aller méditer ce que je transmets
Parce que les enseignements de Shiva portent sur la structure de lumière de l'être divin que l'on est et portent donc sur cet infiniment petit, qui est le plus petit d'entre les plus petits, de tous les plus petits qui est à l'intérieur de nous, qui a une structure que nous sommes. Nous sommes l'univers. Et là, c'est des enseignements que Shin nous a transmis depuis des années, que ça a pris du temps pour qu'on comprenne vraiment qu'est-ce que c'était et que ça puisse devenir quelque chose de vivant à l'intérieur de nous. Et là, je vais voir comment je vais mettre ça peut-être pour une prochaine capsule. Un gros merci, Rachel. Bienvenue, Clermont. À une prochaine. Au revoir tout le monde. le monde. Puis bonne année à tout le monde, peut-être, là.